Cinquième partie, maintenant on est de retour dans ma chambre. Bon, c'est pas la partie que vous connaissez, mais bon, on peut voir que ma chambre c'est un beau bordel. Hein, là on a des trucs de... Mais non, c'est pas aujourd'hui la présentation de ma chambre, mais je veux juste dire, regarde là, un gros truc Fairy Tail, un gros truc du film Mario, vous vous en doutez. Là, tu regardes, tout en rapport avec mon top 10. Regarde, mon top 10 des animés, mon top 10 des jeux vidéo. Si vous voulez des belles toiles, je vous conseille L'Or selon mai. Et là, bon, un peu de lumière, mais c'est le film Mario. Mais tout le reste, je vais le présenter quand on va être rendu là. Donc, ce que je vais vous expliquer avant de commencer, c'est que j'ai appris que que ce livre-là avait des inspirations d'un mouvement littéraire qui s'appelle le Nouveau Roman. En fait, c'est une époque où on croit plus trop à l'humanité. Et Marguerite Dumas fait partie des précurseurs. Enfin, pas des précurseurs, mais plutôt de celles qui s'en est inspirée pour ses romans. Et le principe, en fait, c'est que c'est complexe. J'ai pu le remarquer, hein, la lecture est pas facile non plus. Et pas juste parce que c'est des mots compliqués, mais aussi parce que la linéarité du livre est pas facile à suivre. Ce qu'il y a à savoir sur le nouveau roman, c'est que ça, c'est une perte de foi en l'humanité. On peut dire qu'on a aussi ça maintenant, mais voilà. Hein? Donc, et il voulait pas que la lecture soit simple, parce que pour les gens qui ont du nouveau roman, lire, c'est facile, mais il faut que ça soit une activité difficile pour eux. Donc c'est pour ça que ce livre-là, en tant que tel, est assez dur à comprendre quand t'es pas habitué. Donc, vous avez l'explication de ce pourquoi le roman est complexe et pourquoi les personnages sont pas trop décrits. Parce que regarde, depuis le début, là, celle qui était avec le chinois, donc la protagoniste, et même le chinois en tant que tel, on sait pas grand chose d'eux autres, on sait même pas c'est quoi leur nom, on sait pas leur âge, on sait quasiment rien. Donc c'est un peu ça, à l'inverse de Grenade de la Rosier où on savait tout. Donc, il s'est écrit qu'il faut mettre les choses à la bonne place, qu'il faut faire des efforts pour tout bien comprendre. Et je comprends. Je comprends totalement ce qu'il veut dire par là. Mais bref, je pense que la vidéo va déjà être très longue parce que là, on va faire probablement la plus grande partie. Donc, 90 à 118. Donc, c'est quand même 28 pages. Donc, les petites 34 minutes des autres fois. Peut-être que ça va être dépassé cette fois-ci par genre 40. Donc, désolé si c'est long, mais bon, faut bien tout lire. Sinon, c'est pas un bon niveau de vue. Bref. Cinquième partie sur 6 du roman. Page 90. Je suis encore dans cette famille. C'est là que j'habite, à l'exclusion de tout autre lieu. C'est dans son aridité, sa terrible dureté, sa malfaisance que je suis le plus profondément assuré de moi-même. Au plus profond de ma certitude essentielle, à savoir que plus tard j'écrirai. C'est là le lieu où plus tard me tenir, une fois le présent quitté, à l'exclusion de tout autre lieu. Les heures que je passe dans la garçonnière de Cholène font apparaître ce lieu-là dans une lumière fraîche, nouvelle. C'est un lieu irrespirable, il côtoie la mort, un lieu de violence, de douleur, de désespoir, de déshonneur. Et tel est le lieu de Cholène, de l'autre côté du fleuve, une fois le fleuve traversé. Je n'ai pas su ce qu'est devenue Hélène Lagonelle, si elle est morte. C'est la destinée de tout le monde, au fond. Désolé, déprimé. C'est elle qui est partie la première de la pension. Elle, bien avant mon départ pour la France, elle est retournée à Dalat. Moi, Dallas. C'est sa mère qui lui avait demandé de revenir à Dalat, et non Dallas. Je crois me souvenir que c'était pour la marier, qu'elle devait rencontrer un nouvel arrivant de la métropole. Peut-être que je me trompe, que je confonds ce que je croyais qui arriverait à Hélène Lagonelle avec ce départ obligé réclamé par sa mère. Que je vous dise aussi ce que c'était, comment c'était. Voilà. Ils volent les boys pour aller fumer l'opium. Ils volent notre mère. Ils fouillent les armoires. Ils volent. Ils jouent. Mon père avait acheté une maison dans l'entre-deux-mers avant de mourir. C'était notre seul bien. Il joue. Ma mère la vend pour payer les dettes. Ce n'est pas assez. Ce n'est jamais assez. Jeune, il essaie de me vendre à des clients de la coupole. C'est pour lui que ma mère veut vivre encore. Pour qu'il mange encore, qu'il dorme au chaud, qu'il entende encore appeler son nom.
et la propriété qu'elle lui a achetée près d'Amboise, 10 ans d'économie. En une nuit hypothéquée, elle paie les intérêts. Et tout le produit de la coupe des bois que je vous ai dit en une nuit, il a volé, c'est ma mère mourante. C'était quelqu'un qui fouillait les armoires, qui avait du flair, qui savait bien chercher, découvrir les bonnes piles de draps, les cachettes. Il a volé les alliances, ces choses-là, beaucoup, les bijoux, la nourriture. Il a volé d'eau, les boys, mon petit frère. Moi, beaucoup. Il l'aurait vendu, elle, à sa mère. Quand elle meurt, il fait venir le notaire tout de suite dans l'émotion de la mort. Il sait profiter de l'émotion de la mort. Le notaire dit que le testament n'est pas valable, qu'elle a trop avantagé son fils aîné à mes dépens. La différence est énorme, risible. Il faut qu'en toute connaissance de cause, je l'accepte ou je le refuse. Je certifie que je l'accepte. Je signe. Je l'ai accepté. Tout autre truc, il y a souvent des petites phrases, genre « Je l'ai accepté ». Mon frère, les yeux baissés, merci. Il pleure dans l'émotion de la mort de notre mère. Il est sincère à la libération de Paris. Ça, c'est toutes des petites phrases. Un autre truc sûrement exclusif au nouveau roman. À la libération de Paris, poursuivi sans doute pour fait de collaboration dans le Midi, il ne sait plus où aller. Il vient chez moi, je n'ai jamais très bien su. Il fut un danger. Peut-être a-t-il donné des gens, des juifs, tout est possible. Il est très doux, affectueux comme toujours, après ses assassinats ou lorsqu'il faut vos services. Mon mari est déporté. Il compatit. Il reste 3 jours. J'ai oublié quand je sors, je ne ferme rien. Il fouille. Je garde pour le retour de mon mari le sucre et le riz de mes tickets. Il fouille et prend. Il fouille encore une petite armoire dans ma chambre. Il trouve. Il prend la totalité de mes économies, 50 000 francs. Il ne laisse pas un seul billet. Il quitte l'appartement avec les vols. Quand je le reverrai, je ne lui parlerai pas. La honte est si grande pour lui que je le pourrai pas. Après le Faux Testament, le faux château Louis XIV est vendu pour une bouchée de pain. La vente a été truquée comme le testament. Après la mort de ma mère, il est seul. Il n'a pas d'amis. Il n'a jamais eu d'amis. Il a eu quelques fois des femmes qu'il faisait travailler à Montparnasse. Quelquefois des femmes qu'il ne faisait pas travailler. Au début, tout au moins, quelquefois des hommes, mais qui, eux, le payaient. Il vivait dans une grande solitude. Celle-ci s'est accrue avec la vieillesse. C'était seulement un voyou. Ses causes étaient minces. Il a fait peur autour de lui, pas au-delà. Avec nous, il a perdu son véritable empire. Ce n'était pas un gangster, c'est un voyou de famille, un fouilleur d'armoire, un assassin sans armes. Il ne se compromettait pas. Les voyous vivent aussi ainsi qu'ils vivaient, sans solidarité, sans grandeur dans la peur. Il avait peur. Après la mort de ma mère, il mène une existence étrange, à Tours. Il ne connaît que les garçons de café pour les tuyaux, des courses et la clientèle vineuse des pokers d'arrière-salle. Il commence à leur ressembler. Il boit beaucoup, il attrape les yeux injectés, la bouche torve. À Tours, il n'a plus rien. Les 2 propriétés liquidées, plus rien. Pendant 1 an, il habite un garde-meuble loué par ma mère. Il dort pendant 1 an dans un fauteuil. Il veut bien le laisser entrer. Reste là 1 an, et puis il est mis dehors. Pendant 1 an, il a dû espérer racheter sa propriété hypothéquée. Il a joué un à un les meubles de ma mère au garde-meuble, les bouddhas de bronze, les cuivres, et puis les lits, et puis les armoires, et puis les draps. Et puis un jour, il n'a plus rien eu. Ça leur arrive. Un jour, il a le costume qu'il a sur le dos. Plus rien d'autre. Plus un drap, plus un couvert. Il est seul. En 1 an, personne ne lui a ouvert sa porte. Il écrit à un cousin de Paris. Il aura une chambre de service à Malesherbes. Et à plus de 50 ans, il aura son premier emploi, le premier salaire de sa vie. Il est planton dans une compagnie d'assurance maritime. Ça a duré, je crois, 15 ans. Il est allé à l'hôpital. Il n'est pas mort. Il est mort dans sa chambre. Ma mère n'a jamais parlé de cet enfant. Elle ne s'est jamais plainte. Elle n'a jamais parlé du fouilleur d'armoire à personne. Il en a été de cette maternité comme d'un délit. Elle la tenait cachée, devait la croire intelligible, incommunicable à quiconque ne connaissait pas son fils, comme elle le connaissait, par devant Dieu et seulement devant lui. Elle en disait de petites banalités, toujours les mêmes, que s'il avait voulu, ça aurait été lui le plus intelligent des 3, le plus artiste, le plus fin, et aussi celui qui avait le plus aimé sa mère, lui qui en définitive l'avait le mieux comprise.
Je ne savais pas, disait-elle, qu'on pouvait attendre ça d'un garçon, une telle intuition, une tendresse si profonde. Nous sommes, nous nous sommes revus une fois. Il m'a parlé du petit frère mort. Il a dit: quelle horreur cette mort, c'est abominable, notre petit frère, notre petit Polo. Bah, enfin, on a un nom. Le petit frère s'appelle Polo. Ok, jusqu'à là, j'avais pas compris que ce voyou-là, c'était le grand frère. Reste cette image de notre parenté. C'est un repas à Sadek. Nous mangeons tous les trois à la table de la salle à manger. Ils ont 17, 18 ans. Ma mère n'est pas avec nous. Il nous regarde manger, le petit frère et moi, et puis il pose sa fourchette. Il ne regarde plus que mon petit frère. Très longuement, il le regarde, et puis il dit tout à coup, très calmement, quelque chose de terrible. La phrase est sur la nourriture. Il dit qu'il doit faire attention, qu'il ne doit pas manger autant. Le petit frère ne répond rien. Il continue. Il rappelle que les gros morceaux de viande, c'est pour lui, qu'il ne doit pas l'oublier. Sans ça, dit-il, je demande. Pourquoi pour toi? Il dit, parce que c'est comme ça. Je dis, je voudrais que tu meures. Je ne veux plus manger. Le petit frère non plus. Il attend que le petit frère ose dire un mot, un seul mot. Ses poings fermés sont déjà prêts au-dessus de la table pour lui broyer la figure. Le petit frère ne dit rien, il est très pâle. Entre ses cils, le début des pleurs. Quand il meurt, c'est un jour morne. Je crois de printemps, d'avril. On me téléphone. Rien ne rien. On ne dit rien d'autre. Il a été trouvé mort, par terre, dans sa chambre. La mort était en avance sur la fin de son histoire. De son vivant, c'était déjà fait. C'était plus tard pour qu'il meure. C'était fait depuis la mort du petit frère. Les mots subjuguants. Tout est consommé. Elle a demandé que celui-là soit enterré avec elle. Je ne sais plus à quel endroit, dans quel cimetière. Je sais que c'est dans la Loire. Et ils sont tous les deux dans la tombe. Eux deux seulement, c'est juste. L'image est d'une intolérable splendeur. Les crépuscules tombaient à la même heure toute l'année. Il était très court, presque brutal. À la saison des pluies, pendant des semaines, on ne voyait pas le ciel. Il était pris dans un brouillard uniforme que même la lumière de la lune ne traversait pas. En saison sèche, par contre, le ciel était nu, découvert dans sa totalité, cru. Même les nuits sans lune étaient illuminées, et les ombres étaient pareillement dessinées sur les sols, les eaux, les routes, les murs. Je me souviens mal des jours. L'éclairement solaire ternissait les couleurs, écrasait. Des nuits, je me souviens. Le bleu était plus loin que le ciel. Ils étaient derrière toutes les épaisseurs. Ils recouvraient le fond du monde. Le ciel, pour moi, c'était cette traînée de pure brillance qui traverse le bleu. Cette fusion froide au-delà de toute couleur. Quelquefois, c'était à vie longue, quand ma mère était triste. Elle faisait atteler le tilbury et on allait dans la campagne voir la nuit de la saison sèche. J'ai eu cette chance pour ces nuits, cette mer. La lumière tombait du ciel dans des catacombes de pure transparence, dans des trompes de silence et d'immobilité. L'air était bleu. On le prenait dans sa main, dans la main, bleu. Le ciel était cette palpitation continue de la brillance de la lumière. La nuit éclairait tout, presque toute la campagne de chaque rive du fleuve jusqu'aux limites de la vue. Chaque nuit était particulière, chacune pouvait être appelée le temps de sa durée. Le son des nuits était celle des chiens de la campagne. Ils hurlaient au mystère. Ils se répondaient de village en village jusqu'à la consommation totale de l'espace et du temps de la nuit. Dans les allées de la cour, les ombres des pommiers canneliers sont d'encre noire. Le jardin est tout entier figé dans une immobilité de marbre. La maison de même, monumentale, funèbre. Et mon petit frère qui marchait auprès de moi et qui maintenant regarde avec insistance vers le portail ouvert sur l'avenue déserte. Une fois, il n'est pas là devant le lycée. Le chauffeur est seul dans une auto noire. Il me dit que le père est malade, que le jeune maître est reparti à Sadek. Que lui, le chauffeur, a reçu l'ordre de rester à Saigon pour m'emmener au lycée, me reconduire à la pension. Le jeune maître est revenu au bout de quelques jours. De nouveau, il a été à l'arrière de l'auto noire, le visage détourné,
pour ne pas voir les regards. Désolé. Toujours dans la peur. Nous sommes embrassés, sans un mot, embrassés, là où nous avons oublié, devant le lycée, embrassés. Dans le baiser, il pleurait. Le père allait vivre encore. Son dernier espoir s'en allait. Il le lui avait demandé. Il l'avait supplié de le laisser me garder encore avec lui contre son corps. Il lui avait dit qu'il devait le comprendre, qu'il devait lui-même avoir vécu au moins une fois une passion comme celle-ci, au cours de sa longue vie, que c'était impossible qu'il en avait été autrement. Il l'avait prié de lui permettre de vivre à son tour une fois une passion pareille. Cette folie-là, cet amour fou de cette petite fille blanche. Il lui avait demandé de lui laisser le temps de l'aimer encore avant de la renvoyer en France, de la lui laisser encore un an peut-être, parce que ce n'était pas possible pour lui de laisser déjà cet amour. Il était trop nouveau, encore trop fort, encore trop dans sa violence naissante, que c'était trop affreux encore de se séparer de son corps d'autant. Il le savait bien, lui, le père, que cela ne se reproduirait plus jamais. Le père, lui, avait répété qu'il préférait le voir mort. Nous nous sommes baignés ensemble dans l'eau fraîche des genres, nous nous sommes embrassés, nous avons pleuré, et ça a été encore à en mourir, mais cette fois déjà une inconsolable jouissance. Et puis je lui ai dit de ne rien regretter, je lui ai rappelé ce qu'il avait dit, que je partirais de partout, que je ne pouvais pas décider de ma conduite, qu'il a dit que même cela lui était égal désormais, que tout était dépassé. Alors je lui ai dit que c'était de l'avis de son père, que je refusais de rester avec lui. Je n'ai pas donné une raison. C'était une longue revenue de Vinlong qui se termine sur le Mekong. C'était une aventure toujours déserte le soir. Ce soir-là, comme presque chaque soir, il y a une panne d'électricité. C'est chiant ça. Tout commence par là. Dès que j'atteins l'avenue, que le portail est refermé derrière moi, survient la panne de lumière. Je cours. Je cours parce que j'ai peur de l'obscurité. Je cours de plus en plus vite. Et tout à coup, je crois entendre une autre course derrière moi. Et tout à coup, je suis sûr que derrière moi, quelqu'un court dans mon sillage. Tout en courant, je me retourne et je vois sur une très grande femme, très maigre, maigre comme la mort, et qui rit et qui court. Elle est pieds nus. Tant mieux. Elle court après moi pour me rattraper. Je la reconnais. C'est la folle du poste, la folle de Vinlong. Ah, finalement, c'est pas fou. Pour la première fois, je l'entends. Elle parle la nuit. Le jour, elle dort et souvent là dans cette avenue, dans le jardin, devant le jardin. Elle court en criant dans une langue que je ne connais pas, sûrement en vietnamien. La peur est telle que je ne peux pas appeler. Je dois avoir 8 ans. J'entends son rire hurlant et ses cris de joie. C'est sûr qu'elle doit s'amuser de moi. Le souvenir est celui d'une peur centrale. Dire que cette peur dépasse mon entendement, ma force, c'est peu dire. Ce que l'on peut avancer, c'est le souvenir de cette certitude de l'être tout entier, à savoir si la femme me touche, même légèrement de la main, je passerai à mon tour dans un état bien pire que celui de la mort. L'état de la folie. J'ai atteint le jardin des voisins, la maison, j'ai monté les marches et je suis tombé dans l'entrée. Je suis plusieurs jours ensuite sans pouvoir raconter du tout ce qui m'est arrivé. Tard dans ma vie, je suis encore dans la peur de voir s'aggraver un état de ma mère. Je n'appelle pas encore cet état. Ce qui la mettrait dans le cas d'être séparée de ses enfants. Je crois que ce sera à moi de savoir ce qu'il en sera le jour venu. Pas à mes frères, parce que mes frères ne seraient pas jugés de cet état-là. On a lu 100 pages maintenant. Donc il reste 18 pour ce chapitre-là, puis 34 au complet. C'était à quelques mois de notre séparation définitive. C'était à Saigon, tard le soir. Nous étions sur la grande terrasse de la maison de la rue Tessor. Il y avait d'eau. J'ai regardé ma mère, je l'ai mal reconnue. Et puis c'est une sorte d'effacement soudain, de chute brutalement, je ne l'ai plus reconnue du tout. Il y a eu tout à coup, là, près de moi, une personne assise à la place de ma mère. Elle n'était pas ma mère. Elle avait son aspect, mais jamais elle n'avait été ma mère. Elle avait un air légèrement hébété. Elle regardait vers le parc, un certain point du parc. Elle guettait, semble-t-il, l'imminence d'un événement dont je ne percevais rien. Il y avait en elle une jeunesse des traits, du regard, un bonheur qu'elle réprimait en raison d'une pudeur dont elle devait être coutumière. Elle était belle, Do était à côté d'elle.
d'eau paraissait ne s'être aperçue de rien. L'épouvante ne tenait pas à ce que je dis d'elle, de ses traits, de son air, de son bonheur, de sa beauté. Elle venait de ce qu'elle était assise là même, où était assise ma mère lorsque la substitution s'était produite. Que je savais que personne d'autre n'était là à sa place qu'elle-même, mais que justement cette identité n'était remplaçable par aucune autre, avait, avait disparu et que j'étais sans aucun moyen de faire qu'elle revienne, qu'elle commence à revenir. Rien ne se proposait plus pour habiter l'image. Je suis devenu folle, en pleine raison. Le temps de crier, j'ai crié. Un cri faible, un appel à l'aide pour que craque cette glace dans laquelle se figeait mortellement toute la scène. Ma mère s'est retournée. J'ai peuplé toute la ville de cette mendiante de l'avenue, toutes les mendiantes des villes, des rizières, celles des pistes qui bordaient le Siam, celles des rives du Mékong. Je l'en ai peuplé. Elle qui m'avait fait peur, elle est venue de partout. Elle est toujours arrivée à Calcutta, d'où qu'elle soit venue. Elle a toujours dormi à l'ombre des pommiers canneliers de la cour de récréation. Toujours ma mère a été là près d'elle, à lui soigner son pied rongé par les vers, plein de mouches. Pas fait-il de ces pieds-là, moi. À côté d'elle, la petite fille de l'histoire. Elle la porte depuis 2000 kilomètres. Elle n'en veut plus du tout. Elle la donne. Allez, prends. Plus d'enfants. Pas d'enfants. Tous morts ou jetés. Ça fait une masse à la fin de la vie. Celle-ci, qui dort sous les pommiers canneliers, n'est pas encore morte. C'est celle qui vivra le plus longtemps. Elle mourra à l'intérieur de la maison, en robe de dentelle. Elle sera pleurée. Elle est sur les talus des rizières qui bordent la piste. Elle crie et elle rit à gorge déployée. Elle a un rire d'or, à réveiller les morts, à réveiller quiconque écoute rire les enfants. Elle reste devant le bungalow des jours et des jours. Il y a des blancs dans le bungalow où il se souvient. Il donne à manger aux mendiants. Puis une fois, voilà, elle se réveille au petit jour et elle commence à marcher. Un jour, elle part. Allez voir pourquoi. Elle oblique vers la montagne, elle traverse la forêt et elle suit les sentiers qui courent le long des crêtes de la chaîne du Siam. À force de voir, peut-être, de voir un ciel jaune et vert de l'autre côté de la plaine, elle traverse. Elle commence à descendre vers la mer, vers la fin. Elle dévale de sa marche maigre les pentes de la forêt. Elle traverse. Ce sont les forêts pestilentielles, les régions très chaudes. Il n'y a pas le vent salubre de la mer. Il y a le vacarme stagnant des moustiques, des enfants morts, la pluie chaque jour. Et puis aussi les deltas. Ce sont les plus grands deltas de la Terre. Ils sont de vases noirs. Ils sont vers Chittagong. Elle a quitté les pistes, les forêts, les routes du thé, les soleils rouges. Elle parcourt devant elle l'ouverture des deltas. Elle prend la direction du tournoiement du monde, celle toujours lointain, enveloppante de l'Est. Un jour, elle est face à la mer. Elle crie. Elle rit de son gloussement miraculeux d'oiseau. À cause du rire, elle trouve à Chittagong une jonque qui la traverse. Les pêcheurs veulent bien la prendre. Elle traverse en compagnie le golfe du Bengale. On commence ensuite à la voir euh, près des décharges publiques dans les banlieues de Calcutta. Et puis on la perd. Et puis après, on la retrouve encore. Elle est derrière l'ambassade de France de cette même ville. Elle dort dans un parc, rassasiée d'une nourriture infinie. Elle est là pendant la nuit, puis dans le Gange au lever du jour. L'humeur rieuse et moqueuse, toujours, elle ne part plus. Ici, elle mange, elle dort, c'est calme la nuit. Elle reste là dans le parc de Laurier Rose. Un jour, je passe par là, j'ai 17 ans. C'est le quartier anglais. Les parcs des ambassades, c'est la mousson. Les tennis sont déserts. Le long du Gange, les lépreuries. Nous sommes en escale à Calcutta, une panne du paquebot de ligne. Nous visitons la ville pour passer le temps. Nous repartons le lendemain soir. 15 ans et demi. Décidément, elle ne change jamais d'âge. La chose se sait très vite dans le poste de Sadek. Rien que cette tenue dirait le déshonneur. La mère n'a aucun sens de rien, ni celui de la façon d'élever une petite fille. La pauvre enfant, ne croyez pas, ce chapeau n'est pas innocent, ni ce rouge à lèvres. Tout ça signifie quelque chose, ce n'est pas innocent.
Ça veut dire, c'est pour attirer les regards, l'argent, les frères des voyous. On dit que c'est un Chinois, le fils du milliardaire, la villa du Mekong en céramique bleue. Même lui, au lieu d'en être honoré, il n'en veut pas pour son fils, famille de voyous blancs. La dame, on l'appelait. Elle venait de Savanaket. Son mari est nommé à Vinalong. À Vinlong. Pendant un an, on ne l'avait pas vu à Vinlong à cause de ce jeune homme, administrateur adjoint à Savanaket. Il ne pouvait pas plus s'aimer. Alors il s'était tué d'un coup de revolver. Shit. L'histoire est parvenue jusqu'au nouveau poste de Vinlong, le jour de son départ de Savanaket pour Vinlong. Une balle dans le cœur. Oh, shit. Encore pire. Ok. Sur la grande place du poste dans le plein soleil. À cause de ses petites filles et de son mari nommé à Vinlong, elle lui avait dit que cela devait cesser. Cela se passe dans le quartier malfamé de Cholen chaque soir. Chaque soir, cette petite vicieuse va se faire caresser le corps par un sale chinois millionnaire. Elle est aussi au lycée où sont les petites filles blanches, les petites sportives blanches, qui apprennent le crawl dans la piscine du club sportif. Un jour ordre leur sera donné de ne plus parler à la fille de l'instructrice de Sadek. À la récréation, elle regarde vers la rue, toute seule adossée à un pilier du préau. Elle ne dit rien de ça à sa mère. Elle continue à venir en classe dans la limousine noire du chinois de Cholen. Elle le regarde partir. Il n'aura aucune exception. Aucune ne lui adressa plus la parole. Cet isolement fait se lever le pur souvenir de la dame de Vinlong. Elle venait à ce moment-là d'avoir 38 ans. Et 10 ans alors l'enfant. Et puis maintenant 16 ans tandis qu'elle se souvient. La dame est sur la terrasse de sa chambre. Elle regarde les avenues le long du Mékong. Je la vois quand je viens du catéchisme avec mon petit frère. La chambre est au centre d'un grand palais à terrasse couverte. Le palais est au centre du parc de lauriers roses et de palmes. La même différence sépare la dame de la jeune fille au chapeau plat des autres gens du poste. De même que tous les deux regardent les longues avenues des fleuves de, de même elles sont, isolées toutes les deux, seules des reines. Leur disgrâce va de soi, tous deux au discrédit voué du fait de la nature de ce corps qu'elles ont caressé par des amants, baisé par leur bouche, livré à l'infamie d'une jouissance à en mourir, disait-elle, à en mourir de cette mort mystérieuse des amants sans amour. C'est de cela qu'il est question, de cette humeur à mourir. Cela s'échappe d'elle, de leur chambre. Cette mort si forte qu'on en connaît le fait dans la ville entière. Les postes de la brousse, les chefs-lieux, les réceptions, les bals ralentis des administrations générales. La dame vient justement de reprendre ses réceptions officielles. Elle croit que c'est fait, que le jeune homme de Savanaket est entré dans l'oubli. La dame a donc repris ce soir auquel elle est tenue, pour que, pour que se voir puisse quand même puisse se voir, puisse quand même les gens de temps en temps, et de temps en temps aussi sortir de la solitude effroyable dans laquelle se tiennent les postes, de la brousse perdue dans les étendues quadrilatères du riz, de la peur, de la folie, des fièvres, de l'oubli. Le soir de la sortie du lycée, la même limousine noire, le même chapeau d'insolence et d'enfance, les mêmes souliers lamés et elle va. Elle va se faire découvrir le corps par le milliardaire chinois. Il la lavera sous la douche longuement, comme chaque soir il faisait chez sa mère avec l'eau fraîche d'une jarre qu'il garde pour elle, et puis il portera mouillé sur le lit. Il mettra le ventilateur et il l'embrassa de plus en plus partout. Elle demanderait toujours encore et encore, et après elle rentra à la pension. Et personne pour la punir, la battre, la défigurer, l'insulter. C'était à la fin de la nuit qu'il s'était tué, sur la grande place. Je sais que c'est grande place, mais j'ai eu un truc sur. Un truc sur les dragouilles, fait que je dis grande place. Sur la grande place du poste étincelante de lumière. Elle dansait, puis le jour était arrivé. Elle avait contourné le corps. Puis le temps passant,
soleil avait écrasé la forme, personne n'avait osé approcher. La police le fera. À midi, après l'arrivée des chaloupes du voyage, il n'y aura plus rien, la place sera nette. Ma mère a dit à la directrice de la pension. Ça ne fait rien. Tout ça, c'est sans prudence, c'est sans importance, vous avez vu? Ces petites robes usées, ce chapeau rose et ses souliers en or, comme cela lui va bien. La mère est ivre de joie quand elle parle de ses enfants et alors son charme est encore plus grand. Les jeunes surveillantes de la pension écoutent, la mère passionnément. Tout, dit la mère, ils tournent autour d'elle, tous les hommes du poste, mariés ou non, ils tournent autour de ça. Ils veulent de cette petite, de cette chose-là, pas tellement définie encore. Regardez, encore une enfant. Déshonorée, disent les gens. Et moi, je dis, comment ferait l'innocence pour se déshonorer? La mère parle, parle. Elle parle de la prostitution éclatante et elle rit, du scandale, de cette pitrerie, de ce chapeau déplacé, de cette élégance sublime de l'enfant et de la traversée du fleuve. Et elle rit de cette chose irrésistible. Ici, dans les colonies françaises, je parle, dit-elle, de cette peau de blanche, de cette jeune enfant qui était jusque-là cachée dans les postes de brousse et qui tout à coup arrive au grand jour et se commet dans la ville au su et à la vue de tous, avec la grande racaille milliardaire chinoise, diamant au doigt comme une jeune banquière, et elle pleure. Quand elle a vu le diamant, elle a dit d'une petite voix, ça me rappelle un petit solitaire que j'ai eu aux fiançailles avec mon premier mari. Je dis, Monsieur Obscur. On rit. C'était son nom, dit-elle. C'était pourtant vrai. Nous nous sommes regardés longuement et puis elle a eu un sourire très doux, légèrement moqueur, empreint d'une connaissance si profonde de ses enfants et de ce qui les attendrait plus tard que j'ai failli lui parler de Cholène. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai jamais fait. Elle a attendu longtemps avant de me parler. Encore, puis elle l'a fait, avec beaucoup d'amour. Tu sais que c'est fini, que tu ne pourras jamais plus te marier ici à la colonie? Je hausse les épaules, je ris. Je dis, je peux me marier partout, quand je veux. Ma mère fait signe que non, non. Elle dit, ici, tout se sait, ici, tu ne pourras plus. Elle me regarde et elle dit les choses inoubliables. Tu leur plais? Je réponds. Ça, c'est ça, je leur plais quand même. C'est là qu'elle dit. Tu leur plais aussi à cause de ce que tu es toi. Elle me demande encore, c'est seulement pour l'argent que tu le vois? J'hésite et puis je dis que c'est seulement pour l'argent. Elle me regarde encore longtemps. Elle ne me croit pas. Elle dit, je ne te ressemblerai pas. J'ai eu plus de mal que toi pour les études et moi j'étais très sérieuse. Je l'ai été trop longtemps. Trop tard, j'ai perdu le goût de mon plaisir. C'était un jour de vacances à Sadek. Elle se reposait sur un rocking chair. Rocking chair, c'est une chaise qui se balance. Les pieds sur une chaise, elle avait fait un courant d'air entre les portes du salon et de la salle à manger. Elle était paisible, pas méchante. Tout à coup, elle avait perçu sa petite. Elle avait eu envie de lui parler. On n'était pas loin de la fin, de l'abandon des terres du barrage, pas loin du départ pour la France. Je la regardais s'endormir. De temps en temps, ma mère décrète. Demain, on va chez le photographe. Elle se plaint du prix, mais elle fait quand même les frais des photos de famille. Les photos, on les regarde. On ne se regarde pas, mais on regarde les photographies, chacun séparément sans un mot de commentaire. Mais on les regarde, on se voit. On voit les autres membres de la famille, un par un ou rassemblés. On se revoit quand on était très petit sur les anciennes photos et on se regarde sur les photos récentes. La séparation a encore grandi entre nous. Une fois regardées, les photos sont rangées avec le linge dans les armoires. Ma mère nous fait photographier pour pouvoir nous voir. Voir si nous grandissons normalement. Elle nous regarde longuement comme d'autres mères, d'autres enfants. Elle compare les photos entre elles. Elle parle de la croissance de chacun. Personne ne lui répond. Ma mère ne fait photographier que ses enfants, jamais d'autres. Jamais rien d'autre. Je n'ai pas de photographie de vie longue, aucune, du jardin, du fleuve, des avenues droites bordées, des tamariniers, de la conquête française, aucune, de la maison, de nos chambres d'asile blanches à la chaux, avec les grands lits en fer noir et doré, éclairés comme les classes d'école avec les ampoules rougeoyantes, des avenues, les abat-jours en tôle verte, aucune image de ces endroits incroyables, toujours provisoires, au-delà de toute laideur, à fuir, dans lesquels ma mère campait en attendant, disait-elle, de s'installer vraiment. Mais en France, dans ces régions dont elle a parlé toute sa vie et qui se situaient
selon son humeur, son âge, sa tristesse, entre le Pas-de-Calais et l'entre-deux-mondes, entre-deux-mers. Lorsqu'elle s'arrêta pour toujours, elle s'installa dans la Loire. Sa chambre sera la redite de celle de Sadek, terrible. Elle l'aura oublié. Elle ne faisait jamais de photos de lieux, de paysages, rien de nous. Rien, rien que de nous, ses enfants. La plupart du temps, elle nous groupait pour que la photo coûte moins cher. Les quelques photos d'amateurs ont été prises de nous, l'ont été par des amis de ma mère, des collègues nouveaux arrivant à la colonie qui prenaient des vues du paysage équatorial, cocotiers et coulis, pour envoyer à leur famille. Mystérieusement, ma mère montre les photographies de ses enfants à sa famille pendant ses congés. Nous ne voulons pas aller dans cette famille. Mes frères ne l'ont jamais connue. Moi, la plus petite, d'abord, elle m'y traînait. Et puis ensuite, je n'y suis plus allé parce que mes tantes, à cause de ma conduite scandaleuse, ne voulaient plus que leur fille me voie. Alors, il ne reste à ma mère que les photographies à montrer. Alors ma mère les montre, logiquement, raisonnablement. Elle montre à ses cousines germaines les enfants qu'elle a. Elle se doit de le faire, alors elle le fait. Ses cousines, c'est ce qui reste de la famille, alors elle nous montre les photos de la famille. Est-ce qu'on aperçoit quelque chose de cette femme à travers cette façon d'être, à travers cette disposition qu'elle a d'aller jusqu'au bout des choses, sans jamais imaginer qu'elle pourrait abandonner? Laissez-la. Les cousines, la peine, la corvée, je le crois. C'est dans cette vaillance de l'espèce absurde que moi je retrouve la grâce profonde. Quand elle a été vieille, les cheveux blancs, elle est allée aussi chez le photographe. Elle y est allée seule, elle s'est photographiée avec sa belle robe rouge sombre et ses beaux bijoux, deux bijoux, son sautoir et sa broche en or et jade, un petit tronçon de jade embouti d'or. Sur la photo, elle est bien coiffée, pas un pli, une image. Les indigènes aisés allaient eux aussi au photographe, une fois par existence, quand ils voyaient que la mort approchait. Les photos étaient grandes, elles étaient toutes de même format. Elles étaient encadrées dans des beaux cadres dorés et accrochées près de l'autel des ancêtres. Tous les gens photographiés, j'en ai vu beaucoup, donnaient presque la même photo. Leur ressemblance était hallucinante. C'était pas seulement que la vieillesse se ressemble, c'est que les portraits étaient retouchés, toujours et de telle façon que les particularités du visage, s'il en restait encore, étaient atténués. Les visages étaient apprêtés de la même façon pour affronter l'éternité. Ils étaient gommés, uniformément rajeunis. C'était ce que voulaient les gens. Cette ressemblance, cette discrétion devait habiller le souvenir de leur passage à travers la famille, témoigner à la fois de la singularité de celui-ci et de son effectivité. Puis ils se ressemblaient, et plus l'appartenance au rang de la famille devait être patente. De plus, tous les hommes avaient le même turban, les femmes le même chignon, les mêmes coiffures tirées, les hommes et les femmes la même robe à col droit. Ils avaient tous le même air que je reconnaîtrais encore entre tous. Et cet air qu'avait ma mère dans la photographie de la robe rouge était la leur. C'était celle-là, noble, diraient certains d'autres, effacés. Il n'en parle plus jamais. C'est une chose entendue qu'il ne tentera plus rien auprès de son père pour l'épouser, que le père n'aura aucune pitié pour son fils. Il n'en a pour personne. De tous les émigrés chinois qui tiennent le commerce du poste entre leurs mains, celui des terrasses bleues est le plus terrible, le plus riche, celui dont les biens s'étendent le plus loin au-delà de Sadek, jusqu'à Cholène, la capitale chinoise de l'Indochine française. L'homme de Cholène sait que la décision de son père et celle de l'enfant sont les mêmes et qu'elles sont sans appel. À un moindre degré, il commence à entendre que le départ qui les séparera d'elle est la chance de leur histoire, que celle-ci n'est pas de la sorte, qu'il faut, pour être marié, qu'elle ne sauverait de tout mariage, qu'il faudra abandonner, l'oublier, la redonner au blanc à ses frères. Depuis qu'ils étaient fous de son corps, la petite fille ne souffrait plus de la voir. De sa minceur et de même étrangement sa mère ne s'en inquiétait comme elle faisait avant, tout comme si elle avait découvert, elle aussi, que son corps était finalement plausible, acceptable autant qu'un autre. Lui, l'amant de Cholène, il croit que la croissance de la petite blanche a pâli de la chaleur trop forte. Lui aussi, il est né et il a grandi dans cette chaleur. Il se découvre avoir avec elle cette parenté-là. Il dit que toutes ces années passées ici, à cette intolérable latitude,
ont fait qu'elle est devenue une jolie fille de ce pays d'Indochine. Qu'elle a la finesse de leurs poignets, leurs cheveux drus, dont on dirait qu'ils ont pris pour eux toute la force, longs comme les leurs, et surtout cette peau de tout le corps qui valent de l'eau de la pluie, qu'on garde ici pour le bain des femmes, les enfants. Il dit que les femmes de France, à côté de celles-ci, ont la peau du corps dur, reste presque rêche. Il dit encore que la nourriture pauvre des tropiques, faite de poissons, de fruits, il y a aussi pour quelque chose. Et aussi les cotonnades et les soies dont les vêtements sont frais, toujours larges ces vêtements qui laissent le corps loin d'eux, libre, nu. L'amant de Cholène s'est fait à l'adolescence de la petite blanche jusqu'à s'y perdre. La jouissance qu'il prend à chaque soir a engagé son temps, sa vie. Il ne lui parle presque plus. Peut-être croit-il qu'il ne comprendrait plus ce qu'il lui dirait d'elle, de cet amour qu'il ne connaissait pas encore et dont il ne sait rien d'autre. Il ne sait rien dire. Peut-être découvre-t-il qu'ils ne se sont jamais encore parlé, sauf lorsqu'ils s'appellent dans les cris de la chambre le soir. Oui, je crois qu'il ne savait pas. Il découvre qu'il ne savait pas. Il la regarde, les yeux fermés, il la regarde encore, il respire son visage. Il respire l'enfant, les yeux fermés, il respire sa respiration, cet air chaud qui ressort d'elle. Il discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps. Celui-ci n'est pas comme les autres. Il n'est pas fini. Dans la chambre, il grandit encore. Il est encore sans forme arrêtée. À tout instant, un train en train de se faire, il n'est pas seulement là où il le voit, il est ailleurs aussi. Il s'étend au-delà de la vue, vers le jeu, la mort, il est souple. Il porte tout entier dans la jouissance comme s'ils étaient grands en âge, il est sans malice, d'une intelligence effrayante. Je regardais tout ce qu'il faisait de moi, comme il se servait de moi, et je n'avais jamais pensé qu'on pouvait le faire de la sorte. Il aimait au-delà de mon espérance et conformément à la destinée de mon corps. Ainsi, j'étais devenu son enfant. Il était devenu autre chose aussi pour moi. Je commençais à connaître la douceur inexprimable de sa peau, de son sexe, au-delà de lui-même. L'ombre d'un autre homme aussi devait passer par la chambre, celle d'un jeune assassin, mais je ne le savais pas encore. Rien n'apparaissait encore à mes yeux. Celle d'un jeune chasseur aussi devait passer par la chambre, mais pour celle-là, oui, je le savais, quelquefois il était présent dans la jouissance, et je lui disais, à l'amant de Cholène, je lui parlais de son corps et de son sexe aussi, de son ineffable douceur, de son courage dans la forêt et sur les rivières aux embouchures des panthères noires. Tout allait à son désir et il le faisait me prendre, j'étais devenu son enfant. C'était avec son enfant qu'il faisait l'amour chaque soir. Wow, dis-moi, ça fait extrêmement pédophile. Ben, l'histoire, de toute façon, cette relation, elle est un peu de toute façon. Et parfois, il prend peur. Tout à coup, il s'inquiète de sa santé comme s'il a découvert qu'elle était mortelle et que l'idée le traversait qu'il pouvait la perdre. Qu'elle soit si mince tout à coup, il la prend peur aussi quelquefois brutalement. Et de ce mal de tête aussi qui souvent la fait mourante, livide, immobile, un bandeau humide sur les yeux, et de ce dégoût aussi qu'elle a quelquefois de la vie, quand ça la prend, qu'elle pense à sa mère et que subitement elle crie et pleure de colère à l'idée de ne pas pouvoir changer les choses, faire la mère heureuse avant qu'elle meure, tuer ceux qui ont fait ce mal. Le visage contre le sien, il prend ses pleurs, il l'écrase contre lui, fou du désir de ses larmes, de sa colère.